Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de notre podcast Au fil du barreau, une initiative portée par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. Pourquoi un podcast ? Parce que le droit, la justice et la profession d'avocat, ce sont d'abord des voix, des engagements, des parcours humains. À travers cette série, on vous ouvre les portes du barreau de Lille, ses actions, ses valeurs, ses visages. Interviews, témoignages, actualités juridiques, un format vivant et accessible pour tous. Étudiants, justiciables, entreprises ou même curieux. Alors installez-vous, on vous emmène aujourd'hui dans l'univers des mardes, de la médiation en droit de la famille avec maître Corinne Tullier de Surmont. Bonjour maître Tullier, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes ? Bonjour Patricia, merci de me tendre ce micro pour parler du droit de la famille et de l'amiable, parce que, comme le disait Guillaume Guettem, effectivement, les mardes, ça n'est pas forcément un mot qui parle au commun des mortels. Modes alternatifs de règlement des différends, c'est de l'amiable. Alors, effectivement, je suis avocat au barreau de Lille depuis 36 ans. Je suis spécialisée en droit de la famille et du patrimoine. Je co-anime 2 commissions auprès de notre bâtonnier Philippe Simoneau, à savoir la commission famille, le droit de la famille, et puis la commission marde, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'amiable. Alors, première question, selon vous, l'amiable répond-il à un besoin actuel en droit de la famille et pourquoi ? Ma réponse est incontestablement oui, pour plusieurs raisons. D'abord, les personnes, les particuliers, puisque je ne m'occupe que de particuliers, ont besoin de maîtriser ce qui va se passer. Il y a une véritable contractualisation des rapports familiaux, c'est-à-dire que les gens ont besoin aujourd'hui de savoir ce qu'il va se passer, le quand, le combien, le comment, sont autant de questions auxquelles ils attendent réponse. Ils ont besoin de préserver ce qu'ils ont construit. C'est une famille, c'est un patrimoine, et dans la famille, c'est encore plus précisément des enfants pour lesquels on va continuer à faire chemin ensemble. Et puis, tout ce qui concerne le droit de la famille a une charge émotionnelle importante. Et une séparation, par exemple, c'est un moment de bouleversement psychologique, émotionnel pour les couples qui se séparent, qui ont besoin de gérer. C'est aussi un bouleversement émotionnel quand on gère le droit des successions. Être en conflit avec ses frères et sœurs, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et on voit que ça perturbe leur quotidien et ils ont besoin que leur situation soit prise en main rapidement pour rétablir la paix familiale. Le premier rendez-vous est très emblématique. On voit des gens arriver qui sont en état parfois de choc, qui sont inquiets, qui se demandent comment les choses vont se passer. Ils savent d'où ils viennent, mais ils ne savent pas vers quoi ils vont, et ils ont besoin que cet avocat qu'ils ont choisi les accompagne et les renseigne. Et puis, aujourd'hui, notre institution judiciaire ne répond plus à ces besoins actuellement par manque de moyens. Il y a un véritable aléa en termes de résultats, en termes de temps, et ça ne répond pas à leurs besoins. À Lille, par exemple, c'est pour avoir un rendez-vous avec un magistrat. Un premier rendez-vous, c'est entre 12 et 14 mois. Actuellement, on a des dates à septembre ou octobre. S'agissant de divorce, c'est un premier rendez-vous où on ne fait que gérer, je dirais, l'expédient. Ça peut être péjoratif, l'expédient, en tout cas les mesures provisoires, et ça n'est certainement pas encore le divorce. Le divorce viendra plus tard. Et puis parfois il y a un appel, et puis ensuite il faudra liquider le régime matrimonial. Donc ça peut être excessivement long, et pendant ce temps-là, les gens ne peuvent pas reconstruire leur vie puisqu'ils ne savent pas où ils vont. Et puis s'ajoute à cela le fait que nos juges ne sont pas spécialisés, ce qui rajoute un aléa sur le plan du résultat, qu'ils ont du mal à vivre, que les avocats ont aussi parfois du mal à vivre pour avoir travaillé sur un dossier, et le résultat n'est pas vraiment celui qu'ils espéraient, qu'ils attendaient. Il faut annoncer pas forcément des bonnes nouvelles. Alors, l'amiable, est-ce une solution rassurante en droit de la famille ? Oui, l'amiable, c'est une solution rassurante. Et pour ça, il faut faire taire un certain nombre de fausses idées.
D'abord, j'ai envie de dire que la description, c'est par ce que n'est pas l'amiable. Et l'amiable, d'abord, ça n'est pas le monde des bisounours où on se prend dans les bras d'un seul coup. On imagine que les gens qui sont en conflit ne vont pas se retrouver bons amis et se tomber dans les bras à l'occasion d'une simple réunion. C'est bien plus subtil que ça. Ensuite, c'est pas le souk de Marrakech non plus. Chacun ne vient pas avec son prix en marchant. Moi, je veux autant, tu veux autant, et puis on va arriver à tel résultat. Ça n'est pas ça non plus. J'y reviendrai. C'est pas non plus la table du poker où on bluffe, où on tente des coups. J'y reviendrai aussi dans le modus operandi. Et puis, c'est pas non plus au plus vite et au moins cher. On voit se déployer des sites sur Internet avec des gens qui font de l'argent sur le dos de personnes qui sont dans des situations compliquées. Et on voit les avocats qui connaissent bien leur matière, leur métier, voient arriver parfois des situations catastrophiques. Alors, c'est quoi pourquoi c'est rassurant? D'abord, c'est écouter. Le premier rendez-vous est un rendez-vous essentiel, comme je le disais tout à l'heure. La personne arrive souvent perturbée, inquiète, très, très émue, et elle vient vous investir d'une mission. Et il faut aller rechercher ce que veut la personne. L'avocat n'a pas vocation à coller ce qu'il pense qu'il doit se passer. Il ne faut pas se tromper sur l'intention, quelles sont les priorités de la personne, et il faut donc amener cette personne à expliquer ses inquiétudes, son besoin, comment il se voit, comment il se projette, mais surtout c'est d'énoncer son inquiétude pour savoir les points sur lesquels il faudra travailler, puis faire parler de l'autre aussi, savoir quelle est la posture de l'autre, comment le couple a fonctionné, ou est-ce que ça a dysfonctionné, et du coup, parce que ce sont autant de difficultés que l'on va retrouver dans la négociation. Donc se renseigner sur où ils ont trébuché pour pouvoir trouver une façon de faire qui sera efficace. Ensuite, c'est d'aller chercher les informations. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le souk de Marrakech où chacun vient avec son prix. Il faut aller chercher toutes les informations, il faut qu'il y ait de la transparence. Et puis, nous ne sommes pas des marchands de rêves. On doit oser dire aux gens ça n'est pas possible parce qu'il y a tel texte, parce qu'il y a telle jurisprudence, etc. Et votre contradicteur ne va pas accepter plus ou moins que ce que ferait un magistrat. Donc il faut être concret, il faut être accessible. Ensuite, on va à la rencontre de l'autre, et l'autre, il est dans le même état d'esprit. On va devoir travailler de la même manière, vérifier son niveau d'information, vérifier, aller chercher les informations qui nous font défaut et donner les informations qui lui font défaut, vérifier qu'il est dans le même état d'esprit. L'amiable n'est pas possible dans toutes les situations. Il y a des cas où on voit que ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a une pression de l'un sur l'autre ou quelqu'un qui va arriver avec une intention précise, nette et précise et qui n'en bougera pas et qui n'est pas forcément le reflet de la réalité à laquelle on doit aboutir. Et puis, tout au long de ce processus amiable, il faut accompagner son client. Il faut faire des pauses pendant les réunions. Lors de réunions, je commence toujours par ce que j'appelle les éléments de confort. Donc, comment on se positionne dans la salle, on va expliquer qu'on va pouvoir faire des pauses. Les éléments de confort, c'est prendre un petit café, prendre un verre d'eau, pouvoir s'arrêter, pouvoir faire des pauses et chaque avocat va rediscuter avec son client, lui réexpliquer certaines choses pour bien qu'il comprenne. Si on voit que la solution amiable est en train d'émerger, on doit aller s'assurer que son client, cette solution qui est potentiellement en train d'émerger, est-ce qu'elle correspond bien à ses droits? Il y a un minimum, il y a un maximum, et de se positionner, de dire voilà, la proposition qui vous est faite est là. Est-ce que vous avez bien compris ça? Voilà, donc tout ça c'est excessivement important et il faut aussi accepter que l'autre a les mêmes besoins. Il a besoin de faire des pauses, il a besoin d'informations, il faut accepter qu'il y aura une nouvelle réunion. On doit
être dans le même état d'esprit, que ce soit l'avocat comme les parties, et de pouvoir aboutir dans une démarche consensuelle. L'avocat est-il le professionnel le mieux placé pour apporter une réponse à ces attentes et pourquoi? J'ai envie de dire absolument oui. D'abord, une réponse chiffrée, très concrète. Je suis un avocat qui pratique entre autres le divorce et en 2017, eh bien, il a été confié la mission aux avocats de réaliser les divorces par consentement mutuel sans juge. Et tout ce processus que je viens de décrire, eh bien, le but, c'est d'aboutir à ça et de rédiger cet acte d'avocat. Eh bien, sur à peu près plus de 100 000 divorces par an, presque la moitié de ces divorces sont gérés aujourd'hui par les avocats, sans magistrat. Donc la mission est accomplie. Cette confiance, moi j'estime que c'est une confiance qui nous a été accordée. Et bien cette confiance, je suis très heureuse de faire le constat que les avocats sont à la hauteur, que c'est réalisé, les chiffres sont là. Et puis on voit aussi que peu de remise en question. On a un cas de remise en question d'un divorce par consentement mutuel. Cette loi a quand même 8 ans. Et puis, on voit aussi qu'il y a peu de ressaisines de juges sur les mesures sur lesquelles on peut revenir, notamment la question des enfants. Statistiquement, les saisines de magistrats à Lille, entre les saisines pour les enfants hors divorce, c'est-à-dire on appelait les enfants naturels, sont bien plus importantes que les ressaisines de magistrats post-divorce sur les enfants. C'est bien que la chose a été gérée de façon sérieuse, de façon efficace. Donc ça, c'est une réalité chiffrée, statistique, très objective. Et puis après, il y a plein de raisons qui démontrent que les avocats sont les professionnels les mieux placés. D'abord, de rappeler qu'un avocat, c'est une déontologie. Nous avons un code de conduite avec des sanctions et puis aussi une responsabilité professionnelle qu'on est susceptible d'engager. Je le faisais remarquer un jour, il y a quelques années de cela, au cours d'une conversation avec un magistrat qui m'a dit « oui, c'est vrai, vous avez raison ». Je lui ai dit « écoutez, d'abord de l'amour du travail bien fait et puis aussi d'engager notre responsabilité professionnelle, ça n'est pas un vain mot ». Ensuite, on intervient pour une seule partie, on est l'avocat de quelqu'un, on est son partenaire. Je le dis souvent au premier rendez-vous, je leur dis, nous allons faire chemin ensemble. Je vais être votre partenaire, je vais vous accompagner et vous faire cheminer vers le règlement et la sortie et la projection de vous permettre de vous projeter dans le temps. Alors, quand on est en matière de succession, on peut être l'avocat de plusieurs parties, mais là encore, nous avons des règles déontologiques qui nous imposent de ne pas pratiquer dans le conflit d'intérêts. Donc on ne peut pas défendre plusieurs personnes qui auraient des intérêts qui seraient divergents. Donc on s'assure que les personnes vont dans le même sens, ils ont des intérêts convergents, et là on peut en représenter effectivement plusieurs. Et puis les avocats, eh bien, on sait ce que représente le contentieux. On est bien capable, et moi je l'explique, je suis très explicite avec mes clients sur ce qu'est le contentieux. Parfois les gens pensent que lancer une procédure, quand une négociation piétine un peu, ils pensent que lancer une procédure, ça va aller vite. Bah oui, lancer une assignation, ça va vite, mais on rentre dans un processus qui va durer des mois, des années, et avec un aléa. Donc ça, c'est excessivement important de leur expliquer tous les pièges qu'il faut éviter. Et puis aussi, nous avons des outils. On a un code de procédure civile et on a les moyens d'assurer, on a des outils pour préserver la loyauté, la transparence. Ce sont nos valeurs, ce sont nos fondements, les fondements de notre profession, et puis des textes qui nous donnent ces outils pour y veiller. Et puis l'avocat, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du poker d'être un avocat qui accompagne quelqu'un à l'amiable. C'est quelqu'un qui a un savoir. Ce sont
des années d'études, et puis ensuite un cheminement vers une spécialisation. Et donc ça veut dire qu'on a une connaissance technique, on a une connaissance judiciaire aussi, comme je le disais il y a un instant, qui vont permettre de donner des informations précises. Et donc concrètement, au cabinet, lorsque nous recevons un client, on lui demande énormément de pièces, on lui explique que c'est fastidieux, mais que toutes ces pièces vont permettre d'apporter une réponse très précise, de chiffrer, et puis après on se sert de l'écran, on montre toutes les hypothèses possibles, etc. On s'assure qu'il a bien compris tout ça, et donc c'est très concret, c'est très précis. Et puis, enfin, et c'est important, les avocats se saisissent de l'amiable, ils se forment, et ça fait longtemps qu'ils se forment, depuis les années 90, et notre barreau de Lille a été en pointe déjà à cette époque-là aussi, puisque Nord Médiation a été créée à cette époque-là, avec des avocats qui se sont formés à la médiation, d'autres associations sont nées ensuite pour déployer la médiation. Alors même si un avocat médiateur, c'est un médiateur, il n'est pas dans sa posture d'avocat, mais il est formé à des outils amiables, la reformulation, l'écoute active, etc. Ce sont autant d'outils qu'il utilise quand il sort de sa fonction de médiateur et qu'il revient à sa fonction d'avocat. Ce sont des outils qui sont excessivement utiles. Et aujourd'hui, on a une méthode qui est en plein déploiement, qui nous est très très utile là dans la posture vraiment d'avocat, c'est la négociation raisonnée d'Harvard. On a un bâtonnier qui nous a donné une mission à tous, et qui est passionné, et on sent son engouement et son soutien et son impulsion, à savoir que le barreau de Lille a pour intention de devenir le barreau de la négo. Et en plus, on a une communication qui va dans le même sens avec les magistrats, puisque nous avons des référents amiables au barreau, qui communiquent avec des référents amiables dans la juridiction, une présidente de juridiction qui partage cet état d'esprit aussi. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, la négociation raisonnée d'Harvard, Guillaume Guettem en a parlé dans le précédent podcast, donc je ne vais pas réénoncer avec autant de détails que ce qu'il a fait, mais pour l'essentiel, c'est de rappeler d'abord qu'on travaille sur des intérêts. Donc, je le disais, c'est pas le monde des bisounours, on travaille très concrètement sur les intérêts de nos clients. On travaille sur les émotions, parce qu'on peut élaborer une très belle solution sur le plan technique, mais si on ne gère pas l'humain, si on ne gère pas l'émotionnel, on va trébucher. Et moi, j'ai eu il m'est arrivé de faire de belles propositions, mais l'émotion de l'autre était telle, le sentiment de trahison était tel que la confiance n'existait plus, et cette belle proposition a été refusée, alors qu'à l'évidence, c'était une belle proposition. Et puis, c'est de chercher la solution avantageuse pour les deux parties, parce que si le but c'est d'écraser l'autre ou de le rouler, eh bien non, l'amiable ça ne va pas marcher. L'amiable a pour condition qu'on soit respectueux l'un de l'autre et des intérêts de l'un et de l'autre. Et pour ça, on travaille sur des critères objectifs, le droit, les chiffres. Et le but, c'est quoi? Eh bien, c'est de sortir gagnant-gagnant et de préserver le lien. Et le lien, c'est important dans une famille quand on est dans le droit des successions, et dans une famille quand c'est un couple, et surtout quand il est question d'enfants qu'on va devoir, parfois ce sont de petits-enfants, qu'on va devoir gérer, passer le stade de l'adolescence. Et il est important que des parents soient capables de communiquer, et que la colère, le dépit ne soit pas un empêchement à pouvoir gérer ensemble ces enfants. Alors, quel avenir pour l'amiable en droit de la famille? Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est un immense champ de possibilités qui est devant nous. Je pense qu'il y a un changement de paradigme chez les avocats. On sent qu'il y a un véritable engouement. Pourquoi? Parce que contrairement à... Alors bien sûr, il y a la question, c'est beaucoup plus confortable pour un avocat de travailler sur le terrain de l'amiable, de ne pas
de choisir le timing, hein, de ne pas subir des délais qui sont parfois trop longs. On est à la manœuvre. Hein, on a la maîtrise du calendrier, du modus operandi, donc ça c'est très précieux. Mais c'est aussi et surtout très satisfaisant de pouvoir proposer quelque chose à son client qui soit autre chose que ce qu'il peut vivre au judiciaire avec tous les aléas que je décrivais au début de mon propos, et puis de voir petit à petit venir l'apaisement et puis d'avoir une solution qui est maîtrisée. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, des juges qui nous rejoignent dans cette démarche, avec un décret qui vient de paraître cet été, le 18 juillet de cet été 2025, des juges qui ont donc aujourd'hui pour mission de rechercher le mode de règlement amiable quand on n'a pas pu solutionner le tout à l'amiable et qu'on a malgré tout recours au judiciaire parce que l'amiable n'est pas toujours possible, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de faire leur expérience, de vérifier qu'un juge le dit. C'est l'intérêt par exemple de l'audience de règlement amiable, ce qu'on appelle l'ARA, d'entendre le juge rappeler le droit. Certains ont besoin qu'un juge vienne rappeler cela. Et donc nous sommes aujourd'hui en présence de magistrats qui déploient l'amiable avec une juridiction lilloise qui est dans cet état d'esprit. Et donc le magistrat a pour mission de chercher le mode de règlement amiable le plus adapté, en communication avec les avocats. Et sur le plan procédural, aujourd'hui, ce décret pose le principe que ce sont les avocats, même si on n'est plus dans de l'amiable pur, aujourd'hui ce sont les avocats qui ont mission de prendre en main le calendrier et d'aller rechercher la méthode procédurale la plus efficace toujours dans le but de trouver cette solution amiable et en coopération avec les magistrats. Donc pour moi, il y a une véritable révolution culturelle qui est en marche. Moi, je suis très 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 heureuse. 36 ans de carrière, il y a beaucoup plus d'années derrière que devant. Et j'ai vu évoluer la situation et c'est quelque chose qui me touche énormément parce que chaque avocat a son histoire et chaque avocat a sa raison pour laquelle il exerce ce métier. Et de voir évoluer cette situation, c'est quelque chose qui me touche. J'en suis le témoin, j'en suis ravie. J'en suis l'acteur aussi. Je travaille avec une équipe et nos méthodes de travail, elles ont été complètement revues et adaptées à ça. On a des paperboards, on a des écrans pour pouvoir exposer les chiffres à nos clients, pour pouvoir travailler sur des documents pendant nos réunions. On a même un logiciel, le logiciel qui a été conçu par Juridiquays qui nous permet d'envisager plein d'hypothèses. Et donc c'est une autre façon de travailler que nous apprécions énormément au cabinet, des tables rondes partout, des bureaux qui permettent ces rencontres, une proposition immédiate au contraire de se voir tout de suite avant d'assigner, de se rencontrer, d'écrire à l'autre. Voilà. C'est une révolution, c'est une autre façon de faire, c'est de dire voyons-nous. Pouvons-nous vérifier qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble avant de dégainer tout de suite par le canal d'une association, d'une assignation. Alors, cette robe, je n'oublie pas le pourquoi je suis devenue avocat. Moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais je suis devenue un avocat dans l'idée d'être au service du public et de protéger le vulnérable. Voilà, c'était ça mon moteur. Mon histoire familiale fait que j'avais besoin de protéger le vulnérable. Et petit à petit, le cheminement s'est fait de comprendre que protéger le vulnérable, ce n'est pas forcément sortir une armure. C'est maîtriser techniquement la situation, gérer la situation sur le plan humain. Voilà, et d'aboutir à quelque chose qui est tout aussi, voire parfois plus efficace, c'est-à-dire que les intérêts de mes clients sont préservés, mais le cheminement est plus respectueux à tout point de vue, et il est plus, à mon avis, il est plus paisible. Et donc cette robe d'avocat dont on parle, dont on va parler, je fais référence, vous le savez, à la communication du barreau de Lille bientôt. Cet avocat est notre symbole.
et elle reste notre symbole important, mais pas dans le sens de l'armure, mais cette robe qu'on peut ouvrir avec tous ces porte-clés, avec toutes ces solutions et tous ces outils, toute cette boîte à outils que nous avons et dont nous avons vocation à nous servir. Donc, je suis vraiment très heureuse de cheminer comme ça, d'avoir vu évoluer ma carrière, et j'ai beaucoup de plaisir à travailler de cette manière-là. Eh bien, merci à toutes pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode d'Au fil du barreau vous a plu. Encore un grand merci à maître Corinne Tudier de Surmont pour son intervention. Restez bien connectés pour ne pas louper le prochain épisode de notre podcast Au fil du barreau. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à partager cet épisode. À très vite.